Bonsoir, chers amis followers de Dakar Matin. Bonsoir également à nos chers frères africains. Bonsoir aux messieurs de la communauté internationale. Le Sénégal est en train de vivre les heures les plus sombres de son histoire politique. L'heure est très grave au Sénégal et je suis interpellé un peu partout à travers le monde par des confrères, par des amis sur réellement ce qui se passe dans notre pays. Jamais dans l'histoire de notre jeune nation, le Sénégal a connu pareille situation. À l'heure actuelle, on peut même dire que l'économie est à terre, le pays est bloqué. Il y a des manifestations un peu partout, beaucoup de destruction de biens, mais plus grave, aujourd'hui, on parle de plus de 30 morts. De manière officielle, on nous dit 15 à 20 morts, mais concrètement, beaucoup de Sénégalais doutent de cette version officielle et parlent de 30 morts. La diaspora n'est pas en reste, car nous constatons que les Sénégalais de la diaspora sont en train de se mobiliser un peu partout pour dénoncer ce que nous sommes en train de vivre, qui est dramatique. Dramatique au point que on ne trouve même pas les mots exacts pour vous relater réellement ce qui se passe. Nous allons nous contenter de faits, rien que des faits, pour expliquer concrètement à tout le monde qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation dramatique. Les écoles sont fermées, certaines banques ferment. Partout dans les rues de Dakar, on constate que le déploiement de la gendarmerie, de la police, même de l'armée, de 2012 à 2023, c'est la deuxième fois, du jamais vu dans l'histoire politique du Sénégal, que l'armée se déploie. Parce que tout simplement, les forces de défense de sécurité, police, gendarmerie sont dépassées par les manifestations violentes que nous constatons, pas seulement à Dakar, mais partout à travers le pays. Mais il y a une raison. Il y a une raison. Et nous sommes obligés, nous, de parler à l'international pour expliquer concrètement ce qui se passe. Parce que nous avons constaté une certaine manipulation. On ne dit pas l'exacte vérité. C'est pour cela que dans cette situation, chacun joue son rôle. Pourquoi les jeunes Sénégalais sont sortis massivement, ont attaqué les symboles de la France, plus précisément les Auchan, Total? Pourquoi les jeunes ont détruit beaucoup de biens de l'État? Personne ne peut cautionner de tels actes. Mais il arrive un moment dans la vie d'une nation qu'on puisse quand même, pour ramener la sérénité et la paix, se dire des vérités. Pire, je reviendrai plus loin,
On a vu au Sénégal quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Des nervis, des milices armées, lourdement armées, qui tirent à balles réelles sur la population sénégalaise. Je reviendrai plus loin, parce que je ne les considère pas comme des forces occultes. Nous allons vous montrer une vidéo qui va attester de cela. Les manifestants, les Sénégalais, les jeunes, tout le monde, toute classe d'âge, honnête, sérieux, devraient être dégoûtés par la décision de justice qui a été rendue. Jamais vue dans les annales de l'histoire du monde entier. Le verdict qui a été rendu dans l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est un leader de l'opposition. Les Sénégalais aujourd'hui ont un problème fondamental. Quel est ce problème? C'est d'avoir confiance à la justice. Car convaincus, c'est la perception que les Sénégalais ont, que désormais cette justice est devenue un bras armé du président Macky Sall pour éliminer des adversaires politiques. Au moment où je vous parle, plus de 600 jeunes croupissent dans des prisons pleines, dans des conditions de détention inacceptables, hein, qu'on ne peut pas, je veux dire, imaginer. Plus de 600 jeunes, des jeunes âgés de 18 ans à 19 ans, qui n'ont commis le tort que d'écrire leur point de vue sur un poste. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la justice a des œillères, ne met en prison que les personnes qui sont dans le camp de l'opposition. Plus précisément, un ciblage net et clair le parti PASTEF, qui aujourd'hui certainement a plus de 50 ou 60 cadres en prison. La justice ne met en prison que les personnes qui élèvent la voix pour dire au régime actuel, trop c'est trop, il y a beaucoup de dérives. La justice ne met en prison que les personnes courageuses qui osent élever la voix pour dire non, ça suffit. Voilà les personnes ciblées. J'en ai fait les frais. J'en ai fait les frais au point de vivre jusqu'à présent les séquelles de cet emprisonnement. Mais cela ne nous empêche pas de lever encore la voix pour espérer que de l'autre côté, qu'on puisse nous tendre l'oreille, la bonne oreille, pour qu'on puisse entendre la vérité et revenir sur certaines choses. On en est arrivé dans ce pays où ce que l'on cherche, c'est qu'on ne dise plus la vérité, qu'on ne critique point le régime du président Macky Sall. Et pourtant, chaque jour que Dieu fait, des hommes du pouvoir, du clan présidentiel, insultent les Sénégalais, accusent les Sénégalais, dénigrent même des magistrats. Ils ne sont point inquiétés parce qu'ils sont dans le camp présidentiel. Vérifiable. Chaque jour que Dieu fait. Le Sénégal est divisé. Une cassure profonde
Au point qu'aujourd'hui, toutes les personnes debout qui ont le courage de dire la vérité ont constaté un avilissement de toutes les institutions. Il n'existe que le président de la République, son clan, sa famille et ses partisans qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent dans ce pays. Et ils ne seront nullement inquiétés par la justice. De quoi s'agit-il réellement? Pourquoi le Sénégal a explosé? Je l'ai expliqué ici à maintes reprises, mais la répétition est pédagogique. Une jeune fille du nom de Adji Sarr, qui est masseuse dans un salon Sweet Beauté, sa patronne s'appelle Ndeye Khady Ndiaye, a accusé Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, de menaces de mort et de viols répétitifs. Dans sa plainte, elle dit qu'elle a été violée au moins 5 fois. Et le dernier viol, c'est un de ses amis qui lui a dit: laisse, toi, il va te violer et tu vas avoir des preuves. L'affaire avait démarré en mars 2021. À l'époque, le Sénégal avait connu 14 morts. Pourquoi? Dès les premiers jours de l'éclatement de ce dossier, les Sénégalais sincères étaient convaincus que c'est un vulgaire complot. À l'époque, j'étais le premier journaliste à avoir les procès-verbaux d'audition. Et à la lecture de ces procès-verbaux d'audition, tout le monde s'est rendu compte que c'est un complot qui se tramait contre le leader de PASTEF. Ils ont voulu l'arrêter. Les Sénégalais ont dit trop, c'est trop. On a utilisé la justice pour éliminer Karim Wade. On a utilisé la justice pour éliminer Khalifa Sall. Pour cette fois-ci, nous allons dire non. Il y a eu de violentes manifestations. Au premier jour et aux premières heures de ces manifestations, la gendarmerie et la police étaient débordées. Et l'armée a été réquisitionnée. En mars 2021, le palais de la République était entouré de chars blindés surveillés par l'armée. Le régime a failli tomber. N'eût été. Après la libération de Ousmane Sonko, mis sous contrôle judiciaire, il a tenu une conférence. Tout ce que je vous dis là, c'est des faits, vous pouvez vérifier. Avec tous les leaders, pour demander aux jeunes d'arrêter les manifestations. Car notre objectif n'est pas de faire tomber un régime. Le Sénégal a choisi la voie démocratique des urnes pour élire un président de la République. Plus on avançait, tous les éléments du complot étaient connus. Des dignitaires du régime ont été cités comme étant des personnes derrière la fille Adji Sarr. La supposée violée, que j'appelle la violée préférée de la République, s'est confiée à son marabout pour lui dire que tout cela n'est qu'un vulgaire complot. J'ai démontré également qu'il y a eu falsification des PV et
les PV d'enquête de la gendarmerie ont été modifiés. Le capitaine Touré, chargé de l'enquête, l'a rappelé dans un rapport interne de la gendarmerie que tous les éléments à décharge d'Ousmane Sonko ont été enlevés sur le PV et que c'est seulement les éléments à charge, et c'est sur instruction du procureur Serigne Bassirou Gueye à l'époque. On a trouvé comme solution que de radier le capitaine Touré, qui a refusé de tremper dans un complot. Lequel complot d'ailleurs est attesté par le rapport interne de la gendarmerie remis au chef de l'État. Autrement dit, toute la République savait pertinemment que ce dossier qui a fait 14 morts dès le début et qui continue jusqu'à présent, on est à 30, 40, même 50 morts, on ne sait pas, n'est rien d'autre qu'un vulgaire complot. Mais à tout prix, il fallait éliminer Ousmane Sonko. Il fallait rendre inéligible Ousmane Sonko. Adji Sarr, en 2 ans, est devenue la violée préférée de la République, entretenue, surveillée par des éléments de la force élite, et nous disait en permanence que lors de la confrontation, je vais amener mes preuves. Lors de la confrontation au niveau du doyen des juges entre Sonko et Adji Sarr, aucune preuve n'a été amenée. Sortie de cette confrontation, elle déclare: lors du procès, je vais amener mes preuves. Aucune preuve n'a été exhibée lors de ce procès qui ressemblait à un film pornographique XXL. C'était la honte de toute une république. Le Sénégal n'était pas tombé aussi bas en termes de vulgarité. Mais qu'à cela ne tienne, il fallait terminer le boulot, rendre Sonko advienne que pourra inéligible. Le jour du procès, toutes les masseuses qui ont défilé devant la barre ont déchargé Ousmane Sonko. Plus grave, dans un procès à chambre criminelle, Ousmane Sonko a choisi, lui, de ne pas venir. Ses avocats ont quitté. Ndeye Khady Ndiaye était là-bas. Seul, sans avocat, avec l'armada qu'on a mobilisée pour Adji Sarr. Elle était seule, sans avocat, à se défendre seule. Toutes les masseuses ayant déchargé tout simplement Ousmane Sonko, mais quand même, toute honte bue, sont partis nous chercher une fille qui n'a jamais travaillé dans le salon pour essayer de salir Ousmane Sonko et faire un témoignage, l'accablant. Mais l'opinion était édifiée que cette histoire de viol est un tissu de mensonges. Est un tissu de mensonges. D'ailleurs, le procureur l'a si bien compris que dans son réquisitoire, il a demandé au juge si la thèse du viol n'est pas accréditée. Autrement dit, il n'est plus sûr que la thèse du viol est plausible, de condamner
Sonko pour corruption de la jeunesse, comme Socrate, le philosophe. Comme Socrate, le philosophe, condamné l'an -399 avant Jésus-Christ. On avait accusé Socrate de corruption à travers la maïeutique qu'il utilisait. Pour Sonko, le procureur demande au juge de le condamner pour un délit pour lequel il n'a pas été poursuivi. Comment ce délit est entré dans le dossier? C'est le doyen des juges, Maham Diallo, qui, après avoir écouté dans le fond tous les protagonistes de ce dossier, savait en âme et conscience, pertinemment d'ailleurs, que Sonko ne pouvait être nullement condamné pour viol dans ce dossier, car les faits sont têtus. Mais de manière subtile, il a glissé le délit de corruption de la jeunesse. Mais à sa décharge, il ne l'avait même pas retenu pour Ousmane Sonko dans son ordonnance de renvoi. Il l'avait plutôt retenu pour Ndeye Khady Ndiaye, le délit de corruption de la jeunesse. Je ne sais pas, le doyen des juges, dans le fond, savait que ce dossier ne devait même pas aller, peut être enrôlé pour être jugé. Le dossier devait être classé sans suite, car les faits sont têtus. N'empêche, la commande politique, il fallait l'exécuter, comme dit Maître Clédor Ciré Ly. Il a glissé subtilement le délit de corruption de la jeunesse, mais non pas pour Ousmane Sonko, il n'a retenu que menace de mort et viol répétitif, mais il a glissé pour Ndeye Khady Ndiaye. Le procureur a repris un délit qui a été retenu pour Ndeye Khady Ndiaye pour l'amener chez Sonko. Ainsi permettre le juge au moins d'exécuter la commande politique, c'est-à-dire de condamner Ousmane Sonko 2 ans. C'est sur cette base que le juge a rendu un verdict condamnant Sonko non pas pour viol, mais pour corruption de la jeunesse. Ce qui est en réalité une véritable sorcellerie judiciaire. Comment? Véritable sorcellerie judiciaire. Pourquoi? Comment on peut accuser, enquêter, renvoyer en instruction, juger, plaider, délibérer sur un crime de viol et menace de mort et finir par aller chercher un délit n'ayant pas fait l'objet d'enquête, non instruit, non jugé, non plaidé et condamné sur cette base? Je répète, pour vous prouver que c'est la sorcellerie judiciaire. Comment on peut accuser, enquêter, renvoyer en instruction, juger, plaider et délibérer sur un crime de viol et menace de mort et finir par aller chercher un délit n'ayant pas fait l'objet d'enquête, non instruit, non jugé, non plaidé et condamné sur cette base Ousmane Sonko? Alors, le sentiment des Sénégalais est que le juge a tout simplement exécuté une commande politique qui n'était rien d'autre que d'éliminer Sonko de la présidentielle de 2024. Je vais vous lire l'analyse froide d'un magistrat sur le verdict. C'est très important parce qu'on peut nous taxer de ne pas être des juristes.
Mais ce dernier, c'est quelqu'un qui est très respecté au sein de la magistrature. Il me dit, pour faire une analyse froide du verdict, il faut se poser ces questions. En quoi Ousmane Sonko peut-il être condamné pour infraction qui prévoit et punit des faits de corruption de la jeunesse d'une personne? Quels sont les actes matériels qu'il a posés pour être déclaré coupable? L'infraction prévue par l'article 324 du Code pénal concerne les individus qui profitent de l'immaturité d'une ou des personnes de l'un ou l'autre sexe pour les inciter à s'adonner à des actes contraires aux bonnes mœurs. Exemple, quand un individu incite une personne immature à s'exhiber devant un écran ou devant une ou plusieurs personnes afin de permettre à ces dernières de satisfaire leurs fantasmes sexuels. L'infraction a été créée pour atteindre qui n'entre pas dans la catégorie des proxénètes parce que n'ayant pas ouvert une maison close pour faciliter la prostitution. C'est pourquoi elle vient tout juste après le proxénétisme parce que ces deux infractions très proches, à la seule différence que pour celle prévue à l'article 324, les coupables n'ont pas ouvert un endroit pour exercer, mais se sont seulement bornés à travailler sans avoir un endroit fixe. Alors, la grande question est maintenant, comment on peut faire entrer les actes reprochés à Sonko dans cette catégorie? Autant chercher à faire croire à son monde qu'il est possible de faire entrer un éléphant dans une voiture berline. Autre chose, mon frère, si réellement ils voulaient envoyer le gars en prison, ils auraient sans aucun doute décerné un mandat d'arrêt contre lui. Ce qui les intéresse, c'est tout simplement lui appliquer autant de condamnations possibles pour le pousser à négocier de force avec eux afin que le principe du troisième mandat soit accepté. Aussi, ils veulent, avec ces multiples condamnations, décourager les Sénégalais et ainsi se défaire de cet engouement populaire autour de lui. Donc, c'est à vous de faire comprendre aux Sénégalais les buts recherchés et ainsi déjouer leur plan. Cette affaire n'est pas un problème de justice, mais un combat politique et seul celui qui est plus déterminé, plus engagé, gagnera. Et c'est un magistrat qui m'envoie cette belle contribution, qui me dit également, par ailleurs, pour moi, cette affaire est tout simplement une ratée judiciaire. Pourquoi? La farce a commencé depuis l'enquête avec des procès-verbaux manipulés pour asseoir la culpabilité de quelqu'un de force. Ensuite, ça a continué devant le magistrat instructeur qui n'a posé aucun acte utile à la manifestation de la vérité en se bornant simplement à procéder à des interrogatoires sans même juger utile de faire un transport sur les lieux pour voir si réellement des viols peuvent être commis tranquillement sur les lieux de la débauche y est organisée facilement. Et enfin, au procès où le juge lui-même n'a posé à la partie civile aucune question sur déclaration en rien conforme à celle des témoins, sans compter maintenant le réquisitoire du procureur qui n'est même pas digne de porter ce nom. Voilà. C'est des magistrats qui sont choqués par cette sorcellerie judiciaire qui font ces réflexions. Commande politique exécutée, les Sénégalais ont dit trop, c'est trop. On dit trop, c'est trop. Voilà les raisons qui expliquent cette vague de manifestations, de destruction que les jeunes ont entamée depuis que le verdict a été rendu. En plus de cela, ajoutez-y maintenant le fait que le concerné, Ousmane Sonko et sa famille, sont séquestrés par la police. Je dirais même son quartier est séquestré pendant des semaines. Ses épouses ne peuvent plus aller au travail. Ses enfants ne peuvent plus aller à l'école.
même si les écoles sont fermées. Personne ne peut entrer chez lui, personne ne peut sortir. On dit même que la famille risque d'avoir des problèmes pour avoir de quoi vivre, de la nourriture. Et cette séquestration n'est basée sur aucune décision légale. Autrement dit, ce n'est pas un juge qui a écrit que Ousmane Sonko est mis sous résidence surveillée ou bien une autorité administrative. Non. C'est juste la volonté du pouvoir de le séquestrer. Ils ont mis des brouilleurs tout autour de sa maison. Il ne peut même pas communiquer par téléphone. Hier, son avocat, Maître Clédor Ciré Ly, nous disait que plus de 50 policiers sont devant sa maison. Je ne parle pas des coins où ils ont mis des voitures blindées un peu partout. Et pendant ce temps, il y a des manifestations terribles, terribles, véritablement terribles. On s'interroge pourquoi les symboles de la France sont attaqués. J'avais prévenu ici que le mutisme du gouvernement français, la complicité du gouvernement français par rapport aux exactions commises sur le peuple sénégalais risque de provoquer la colère des jeunes contre les symboles de la France. Et voilà le résultat. Voilà le résultat. Les pays que la France a perdus ont démarré par cela. La France ne soutient plus la démocratie. La France ne soutient plus les droits de l'homme. L'établissement français et le gouvernement français n'est préoccupé par une seule chose, que les entreprises françaises viennent au Sénégal, gagnent les marchés juteux, qu'on les donne le tapis rouge, et puis c'est fini. La France a perdu ses valeurs. Raison pour laquelle, tout naturellement, on brûle le drapeau français, on attaque les symboles de la France. Parce que vous avez l'habitude de dire, il y a une longue tradition séculaire entre le Sénégal et la France. Maintenant, le peuple constate que la France ne défend plus les valeurs de la démocratie, mais ils sont beaucoup plus obnubilés par prendre nos ressources, gagner de l'argent, s'accaparer de tous les marchés juteux. Étant donné que le pouvoir actuel leur facilite tout cela, même si on tue des Sénégalais, ce n'est pas grave. Je disais tantôt que dans ces manifestations, il y a eu trop de morts. Personne ne peut vous donner un chiffre exact. Tout le monde sait que la version officielle est toujours édulcorée dans ce genre de situation. Tout le monde le sait. Alors, qu'est-ce que l'on constate? En l'espace de 2 ou 3 jours de manifestation, il y a eu des morts. 30, 40, je ne sais pas. Les chiffres varient. Les chiffres sont contestés. Mais ce qui est plus grave et qui requiert l'attention des organismes de défense des droits de l'homme, c'est que dans ces manifestations, tout le monde a constaté des milices qui font des exactions, qui tirent lourdement armés et qui circulent à bord de véhicules L200. L'explication qui a été servie par la police
et de nous dire que c'est des forces occultes. Mais ces forces occultes sont facilement identifiables. Et nous allons vous y aider. Car on ne peut pas avoir une caravane de 50 voitures L200 remplies de nervis qui ne sont pas facilement identifiables et que la police ne peut pas arrêter. Par contre, il y a des vidéos qui montrent nettement que ces milices, ces nervis, sont à côté des forces de défense et de sécurité et ils sont nullement inquiétés. Ils ne sont nullement inquiétés. Regardons ensemble cette vidéo qu'on a compilée. Vous allez voir des nervis, des milices paradés sur des voitures L200 à côté des forces de défense et de sécurité. On nous dit de forces occultes, mais les Sénégalais ont constaté que ces milices et nervis tirent des balles réelles sur eux, mais sont nullement inquiétés par les forces de défense et de sécurité. Regardons cette vidéo et nous revenons sur le plateau. Et en même temps, on peut même commenter cette vidéo. Regardons cette vidéo. Vous voyez de vous-même ces images qui sont bien tristes, hein? Car si on nous parle de forces occultes qui sont dans des véhicules, des berlines, hein? Des véhicules 4x4, des berlines, qui sont également dans des voitures L200, qui sont lourdement armées, que nous voyons sur ces vidéos à côté des forces de défense et de sécurité, on va aider la police à démasquer ces personnes-là, à les arrêter, si tenté est de croire que ce sont des forces occultes qui tirent sur les populations. Parce qu'il y a eu trop de morts. Trop de morts. Il y a eu trop de morts. Mais il y a également, on a vu des choses insupportables, inacceptables. Arrêter des manifestants, en faire un bouclier. Vous allez les voir sur ces images. En faire un bouclier, carrément. Traîner. On est tous d'accord qu'on a le droit d'arrêter des manifestations, des manifestants. Mais est-ce qu'on a le droit d'en servir comme bouclier?
C'est une question que nous nous posons. Les organismes de défense des droits de l'homme, sans nul doute, vont se prononcer sur cela. Mais je demeure convaincu que les vidéos sont têtues. Et les jeunes ont l'intelligence maintenant de tout filmer à temps réel pour voir les exactions, les dérives inacceptables. Nous osons espérer que ces forces occultes seront arrêtées. Et après cette vidéo, je vais montrer les lieux de départ de ces forces occultes pour faciliter la tâche à la police. Car si ces forces occultes sont localisées, c'est facile de les arrêter. Mais continuons de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir des manifestants arrêtés, utilisés comme boucliers. Nous pensons que c'est une violation des droits de l'homme. Regardons cette vidéo.
Les faits sont têtus et on a l'habitude de dire que les images parlent d'elles-mêmes. Voilà ce que nous sommes en train de vivre au Sénégal et que nous voulons bien aider la police à arrêter ces forces occultes, car nous avons fini par les localiser. Ces forces occultes qui sont toujours, parce que je suppose que les forces de défense et de sécurité quittent leur caserne. On en parlait de nervis et de milices, mais nous avons pu filmer leur départ chaque jour au niveau du siège du pouvoir. Ils prennent leur départ sur des L200 au niveau du siège de l'APR. Regardons la vidéo. Alors, vous avez vu, c'est une caravane de L200, des nervis à bord, qui vont dans les manifestations pour commettre leur exaction. Donc nous vous donnons cette information, nous mettons à votre disposition cette vidéo pour que ça soit très clair, que nous également on suit de très près tout ce qui se passe, parce que nous voulons argumenter tous les dossiers qui seront confectionnés pour la CPI pour que nul n'en ignore. Je m'en vais maintenant vous lire un texte magnifique, un texte qui a été coécrit par d'éminents intellectuels. Je vous nomme Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr, Mohamed Bougar Sarr. On les connaît tous comme de brillants intellectuels, mais debout. On peut être un brillant intellectuel, mais couché, comme un ver de terre. Mais eux, ils ont décidé d'alerter le président de la République, de dire la vérité au président de la République. Et ce texte est magnifique et résume tout ce qui se passe dans notre pays. Le texte est intitulé « Cette vérité que l'on ne saurait cacher ». La situation en cours résulte de la dérive autoritaire du président. L'hubris d'un pouvoir qui emprisonne ou exile ses opposants les plus menaçants, réprime les libertés et tire sur son propre peuple avec une révoltante impunité. Il convient tout d'abord de nous incliner devant nos morts et d'avoir une pensée pour leurs proches endeuillés. Ils sont une vingtaine. À l'heure où nous écrivons cette tribune, à savoir déjà perdu la vie, ce décompte lugubre pourrait croître dans les jours qui suivent. Les événements en cours exigent que chacun qu'il prenne ses responsabilités. Nous affirmons que la situation que vit actuellement notre pays résulte de la dérive autoritaire du président Macky Sall. En 2012, notre confiance l'a placé à la tête de l'État sénégalais. Mais nul
par son désir de se maintenir à tout prix au pouvoir, il s'est promis de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Le président Macky Sall a ainsi semé les graines de la discorde et de la violence dans notre pays. Sa responsabilité devant le peuple sénégalais est sans appel. L'histoire retiendra que c'est lui qui nous a entraînés dans cette crise politique sans précédent, fragilisé notre tissu social et affaissé nos institutions. Il a de surcroît imprudemment libéré des monstres qui sommeillent en chaque groupe humain et qu'il convient de toujours brider par une pratique de la justice, de l'égalité des citoyens et de la paix sociale. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce que nous, le peuple sénégalais, n'avons pas assez réagi quand le régime en place s'est mis à traquer les militants et les cadres de PASTEF, en plus bien évidemment de son leader Ousmane Sonko. Il y a pourtant eu des signes avant-coureurs que nous n'avons hélas pas su décrypter de cette campagne de répression systématique et sans précédent au Sénégal. Depuis quelque temps, en effet, tous ceux qui osent élever la voix contre une troisième candidature du président sortant en font immédiatement les frais. Peu à peu, les interdictions de marche pacifique sont devenues la règle, les arrestations et emprisonnements arbitraires sont multipliés dans un tel contexte de brutale fermeture de l'espace politique. Les procès au verdict ubuesque et la séquestration illégale d'un dirigeant de l'opposition en sont venus à paraître d'une inquiétante banalité. La nature socratique du verdict du procès d'Ousmane Sonko a fini par convaincre que ce n'est pas la manifestation de la vérité qui était visée, mais bel et bien l'élimination d'un opposant politique dans la perspective des prochaines élections présidentielles. Elle pose surtout le problème de notre appareil judiciaire dont la fragilité et la fébrilité sont apparues au grand jour. En vérité, nous sommes tous témoins depuis plusieurs mois de l'hubris d'un pouvoir qui emprisonne ou exile ses opposants les plus menaçants, réprime les libertés, notamment celles de la presse, et tire sur son propre peuple avec une révoltante impunité. Nous sommes aussi tous témoins des errements d'un État désireux de rester fort à tout prix. Ce prix fut-il celui du sang, de la dissimulation, du mensonge, oubliant qu'un État fort est un État juste et que l'ordre se maintient d'abord par l'équité. À cette réalité brute, l'appareil idéologique du régime en place a répondu que rien ne se passait et que ceux qui se trouvaient en prison étaient des individus qui avaient contrevenu aux règles, violé la loi ou mieux, n'avaient pas respecté les règles de l'état de droit. Par un étrange renversement de perspective, ceux qui ont affaibli et décrédibilisé les institutions de la République, notamment la justice, devenus partisanes, les mêmes qui ont rompu l'égalité des citoyens devant la loi sont ceux qui s'en proclament les gardiens. Aux citoyens, dénonçant cet état de fait, on oppose une batterie de chefs d'inculpation allant de la diffusion de fausses nouvelles au discrédit jeté contre les institutions, en passant par l'appel à l'insurrection pour justifier l'appareil répressif mis en place contre eux. Par ces actes, c'est toute la conscience démocratique de la société civile sénégalaise qui est réprimée, sommet de rentrer chez elle et de baisser pavillon. Ce désir d'instiller la peur chez les citoyens et d'inhiber ainsi toute velléité de protestation par le langage et le discours a cependant quelque chose de profondément anachronique. Les Sénégalais sont attachés à leur liberté de parole et ils n'y renonceront pas. Un autre déni est celui de la demande de justice sociale et de justice contentieuse de la part d'une jeunesse qui représente 75% de la population sénégalaise. Cette jeunesse, en plus de manquer de perspective, n'a pas d'espace d'expression politique et voit ses rêves d'une société plus équitable hypothéqués. Nous voyons enfin des populations déjà précaires et laissées à elles-mêmes, aux prises avec les problèmes élémentaires du quotidien le plus rude. Elles observent avec tristesse et impuissance la frénésie accumulatrice
d'une caste qui s'enrichit illicitement, cultive un entre-soi indécent et répond quand on l'interpelle, on lui demande des comptes par le mépris, la force ou pire, l'indifférence. Une caste que rien ne semble plus pouvoir affecter, ni la misère sociale, ni sa propre misère morale. Voilà le drame. Aujourd'hui comme hier, le langage, le primal de la lutte, de la vérité contre le mensonge demeure fondamental. La première des compromissions consiste à ne pas nommer ce qui est, à l'esquiver, à l'euphémiser, à le dulier par des tours de passe-passe sémantiques ou à tout bonnement travestir la réalité. La première des oppressions qui nous est faite est d'avoir tenté par moult opérations de nous obliger à prendre le mensonge pour la vérité. Pour cela, l'appareil idéologique de l'État a tourné à plein régime en produisant des discours ayant pour objectif de voler le réel. Nous tenons à alerter à travers cette tribune pour l'usage excessif de la force dans la répression du soulèvement populaire en cours, symbole de la violence de l'État contre la société. Cette répression prend aujourd'hui une forme nouvelle et particulièrement inquiétante. Il s'agit ni plus ni moins de la dérépublicanisation des forces de défense et de sécurité auxquelles ont été intégrées des milices armées opérant au vu et au su de tous. En agissant de la sorte, le régime actuel est en train de faillir à son devoir de protéger le peuple sénégalais. Une autre dimension de l'oppression est le gouvernement par la violence et la peur que le régime actuel a méthodiquement mis en œuvre depuis un certain temps. L'intimidation des voix dissidentes, la violence physique, la privation de liberté ont été une étape importante du saccage de nos acquis démocratiques. Nous n'ignorions pas, après 1963, 1968, 1988, 1993, 2011 et 2021, que l'histoire politique du Sénégal charriait sa part obscure de violence. Mais de toutes les convulsions qui ont agité l'histoire moderne de notre pays, celle qui se déroule sous nos yeux nous semble être la plus simple à résoudre et par ce fait même la plus tragique en ses conséquences actuelles. Il suffit qu'un homme dise « je renonce à briguer un troisième mandat qui déshonorerait ma parole d'homme, mon pays et sa constitution pour que la colère qui s'exprime dans les rues sénégalaises en ce moment même, sans disparaître tout à fait, s'atténue. » Cet homme, c'est le président de la République. Qu'il annonce que les articles L29, L30, L57 du code électoral seront révisés, que le parrainage sera aboli afin de rendre les élections inclusives et que tous les prisonniers politiques et d'opinion seront libérés pour que la tension baisse et que la paix ait une chance de revenir. La vague de violence qui secoue le Sénégal depuis plusieurs jours n'est pas seulement liée à une conjoncture politique passagère, elle est aussi structurelle, profonde, ancienne. Elle traverse tous les pans de la société sénégalaise et traduit une foi perdue dans l'état de droit, ainsi que le désir d'une plus grande justice sociale que garantirait un pacte démocratique renouvelé. Toute la question est de savoir si le pouvoir actuel a encore le temps, la latitude, la volonté de mettre un terme à une spirale de violence dont il nous semble qu'il est tout compte fait le principal responsable. La voie royale vers une paix durable est cependant dans la réhabilitation de la justice et dans l'édification cette fois-ci d'une société véritablement démocratique. Il s'agira après la tempête de refonder le pacte républicain, de construire d'authentiques contre-pouvoirs, de réformer en profondeur nos institutions, de sortir de notre hyper-présidentialisme afin de ne plus conférer à un seul individu un pouvoir sans limite et sans contrôle. Signé Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr et Mohamed Bougar Sarr. Je les appelle des intellectuels debout. Mais c'est dommage. Vous verrez d'ici demain ou après-demain des intellectuels malhonnêtes, couchés, comme des vers de terre, qui ne méritent même pas l'appellation d'intellectuels, sortir une réponse. Or, tout ce qui a été dit dans ce texte, dans cette tribune, c'est la triste réalité au Sénégal. Voilà ce que je voulais partager avec les followers de Dakar Matin, ceux qui ne comprennent pas, bien sûr, la langue off, mais aussi à nos frères africains, mais aussi à la communauté internationale. Nous avons vu beaucoup de communiqués. Il y a eu beaucoup de fumisterie aussi
dans la rédaction de certains communiqués, surtout la CEDEAO. Excusez-moi de le dire, mais on s'en fiche de la CEDEAO. Honnêtement. Honnêtement. Comme l'État du Sénégal s'en fiche réellement des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Le peuple sénégalais s'en fiche aussi royalement des communiqués de la CEDEAO. Ils ont vu venir. Ils ont vu venir tout ce que nous sommes en train de vivre là. Nous avons alerté des années durant que les soupapes pour le bon fonctionnement d'une société sortent, puissent parler, les médiateurs connus. Mais aujourd'hui, ils sont décrédibilisés aux yeux de l'opinion parce qu'ils ont laissé faire cette forme de tyrannie dans notre pays. Continuez à vous abonner sur votre chaîne YouTube Dakar Matin, à me suivre sur mes pages Facebook et Twitter. Je vous donne rendez-vous très prochainement. On suit l'actualité. C'est vrai, j'ai reçu des menaces de mort et tout cela. Mais nous restons debout parce que nous sommes de fervents croyants en toutes circonstances. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre séance d'explication sur la situation du pays. Merci et à très bientôt.